lui est intervenu il n'y a pas très longtemps. Et 2 reportages différents, un d'il y a 80 ans et l'autre à travers une BD d'Alessandro. Dans le premier reportage, je vous invite à vous reporter à une époque très différente. Peut-être certaines choses pourraient, pas choquer, mais interroger. Donc remettez-vous dans la sensibilité de ce voyage et de cette découverte de ce très grand explorateur qui était le père de Diane. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier Agnès et Amédée de m'avoir permis d'assister à ce film, de commenter les explorations de mon père qui ont évidemment bercé mon enfance, et avec une certaine émotion sûrement. Pour résumer la personnalité de mon père, je devrais dire qu'il était une personne totalement anticonformiste dans une famille archi-traditionnaliste. Il a été ingénieur agronome à 22 ans et il n'avait aucunement l'intention de planter ses choux-fleurs et ses artichauts dans le Finistère. Donc il voulait avoir un nom propre et pas le fils de son père ou le frère qui étaient des notables du coin. Donc il a commencé par faire un tour de la Méditerranée en 1935, 15 000 kilomètres avec un ami à lui, René Audin, avec le concours du patronage de la Société de géographie. Et là, à ce moment-là, il a commencé à être connu. C'était un défi avec Citroën pour leur prouver que leur voiture Citroën 11 était parfaitement capable de faire ce parcours de 15 000 km. Ils sont revenus exempts, mais beaucoup d'ennuis mécaniques, ça sûrement. L'année d'après, il a entendu dire que 2 explorateurs français partaient à la frontière de la Bolivie, du Brésil et de l'Équateur découvrir les Indiens Jivaros. Donc il a connu Bertrand Flornoy, qui était le chef de mission, et Fred Mater, qui était déjà un grand ami à lui, et ils lui ont dit mon vieux, on t'embauche. Alors il est parti comme ça. C'était une expédition, aucun blanc n'avait été jamais en forêt équatoriale. Et sa famille, ses amis et même le patronage de la Société de géographie, les ministères de la culture et de l'éducation nationale se disaient très bien, on ne sait pas du tout s'ils vont revenir. Donc au bout de 1 mois, le 12 avril, ils se sont embarqués sur le cargo Alaska et le voyage a duré environ 40 jours. Ils sont arrivés dans le port de Guayaquil, qui est le principal port de l'Équateur. Et là, mon père connaissait très bien l'ambassadeur de France, qui les a beaucoup aidés à se munir d'aspirine, très important, de formol, de quantité de drogue qui pouvaient amener les Indiens Jivaros à eux quand ils les rencontreraient, parce qu'ils étaient totalement méconnus, sauf pour leur associabilité et leur cruauté, car c'était des Indiens réducteurs de tête. Donc ils sont partis au bout de 15 jours après avoir ramassé des fils, des aiguilles, des étoffes, des cargaisons, des films, avec des rameurs qu'on leur a donnés. D'abord l'expédition dans la cordillère des Andes qui était remplie de serpents, d'horribles bêtes comme ça, et 40 hommes derrière eux qui portaient chacun 35 kilos pas de marchandises, mais de films, de médicaments, de toutes sortes qu'ils avaient achetés à Quito et même qu'ils avaient rapportés de France. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont pris plusieurs pirogues, il y avait des rameurs à ce moment-là. Ils ont traversé le fleuve Amazon et ils se sont trouvés devant des quantités de cases de jivaros qui s'enfuyaient les uns derrière les autres. Et vous allez le voir, de toute façon, il explique très bien, beaucoup mieux que moi sûrement. Voilà. Donc à ce moment-là, il a commencé à s'appeler Jean de Guébriant et pas du tout le fils de son frère et le petit frère de son frère aîné. Voilà. Et maintenant, je vous laisse regarder. Je vous dirai mon père va commenter le film. Il a oublié certains petits détails et que je vous dirai après. Et vous pourrez me poser des questions si vous le souhaitez. Voilà. Ah oui,
Dernière chose, mon père a été opéré de la gorge d'un cancer à l'âge de 60 ans, il est mort à 90, mais il a la voix très rauque. Alors de temps en temps, on a du mal à le comprendre, moi je le comprends, mais de temps en temps, voilà, je préviens. Oui, alors ce film a été réalisé, tourné en 2001 en Bretagne, chez mes parents, où j'ai assisté à pas mal d'extraits de tournage. Mais il a été projeté dans les salles en Bretagne en 2008 par Hubert Budor, le cinéaste connu à Rennes, et le producteur, c'était Xavier Laclavière, avec la permission de ma mère, etc. Bon, donc il a été... Et quand il est revenu en France, parce qu'il y a une deuxième expédition en 41-42, ça c'était la première, parce que leur mission était d'abord de se découvrir les Jivaros, et la deuxième était de découvrir les sources du fleuve Amazone. Ils n'ont pas eu le temps en 1937, puis ma grand-mère était en train de mourir, elle est morte quelques mois après, donc mon père devait rentrer. Et ils sont repartis en 41-42 pour découvrir les sources de l'Amazonie. Et en 1942, quand il est rentré en France, il avait déjà l'idée d'être diplomate quand il se marierait, parce que, comme il dit, il ne pouvait pas gagner sa croûte comme ça. Et comme il connaissait très bien l'ambassadeur de France à Quito, et lui a un poste pas de conseiller, de secrétaire, je pense, à cette époque-là, se dégageait en décembre 1945. Donc, comme il était qu'ingénieur agronome, il n'était pas du tout diplomate. L'ENA, de toute façon, n'existait pas. Ça a été en fin 1945. Il a passé en juin 1945 le concours des affaires étrangères au Quai d'Orsay. Et c'est comme ça qu'il est devenu diplomate. Et en janvier 1946, moi j'avais quelques mois, nous sommes partis à Quito. Et le bébé qu'on voit là, c'est moi. Voilà. Et les tribus Jivaro se composent de plusieurs tribus qui, sans arrêt, se font la guerre à la coup de Sarbacane. Dès qu'il y en a un qui meurt dans une tribu, on cherche le sorcier de l'autre tribu qui envoyait, comme il dit, des flèches invisibles. Et à ce moment-là, on le pourchasse, on le tue et on lui réduit la tête. Et Maceo a été... c'est pour ça que mon père ne voulait pas passer pour un sorcier, parce que si jamais il y avait un malade dans la tribu, la sienne ou l'autre, on allait lui dire que c'est lui qui avait jeté un mauvais sort et une flèche invisible, et puis voilà. Donc Maceo a été pris parce qu'il y avait eu un enfant malade dans la tribu d'à côté, et ils sont venus le chercher et ils l'ont tué. Et c'est là où mon père dit, je lui rendais cet hommage, donc allez me chercher la tête. Parce que les têtes coupées, on les jetait. Ils ne servaient plus à rien. Ils étaient cousus, les lèvres étaient cousues, donc leur mauvaise... ils ne pouvaient pas propager dans l'âme des enfants ou dans le... Ils ne croyaient pas à la mort, mais ils ne pouvaient pas permuter leur mauvais sort. Et donc on les jetait. Et les deux têtes de Jivaro vraies, parce que là, la simulacre du singe, c'est dans le film, parce qu'on ne pouvait pas filmer ça, mais les deux têtes vraies de Jivaro, on les a données à mon père et à Flornoy en souvenir. Et la tête de singe a été jetée. Par contre, il a essayé de récupérer Maceo, comme il dit, ils l'ont eu. Quand ils sont rentrés en France, ils ont monté le film et ils ont rapporté plein de souvenirs de là-bas qui ont été au Musée de l'Homme à Paris, et avec 3 têtes, les 2 sorciers des tribus adverses et la tête réduite de Maceo. Une des sorciers a été au Musée de l'Homme à Paris, la deuxième a été au musée de Brest dans le Finistère, et la troisième, Maceo, il est en Bretagne chez mes parents. Et quand le Quai Branly, il y a sous Mitterrand, quand ils ont refait tout le musée, le Quai Branly a demandé au Musée de l'Homme d'apporter tous les souvenirs et les films et les fonds de photos à Branly pour les visiteurs. Et à ce moment-là, le Musée de l'Homme a transféré du Musée de l'Homme au Quai Branly pour l'exposition. Et les fonds de photos nous appartiennent. Bon, on les a toujours laissés, mais enfin, ils nous appartiennent et ils n'ont pas le droit d'en faire une pub quelconque ou de les vendre. Bon, ils ne les vendront jamais. Enfin, voilà.
qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si vous avez des questions. Ce qui est particulièrement émouvant, c'est la lenteur, le temps qu'ils prennent, le rapport avec les Indiens, ça on le ressent très bien. Oui, et, oui. Voilà. Bon, oui. écoute, on te remercie. Mais le fameux Ramon là qu'on voit, qu'ils ont emmené depuis Quito, je l'ai connu. J'avais 4 ans, mais je me le rappelle très bien, à Quito, quand papa était à l'ambassade, il était venu le voir, bien sûr. Et il devait avoir, moi j'avais 3 ans, et lui devait avoir, je sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça. C'est bien. Voilà. Bon, je pense qu'on va passer donc à un reportage bien différent, c'est celui d'Alessandro Pignocchi. En fait, comment ils savaient que les Jivaro existaient? Parce qu'ils en avaient entendu parler. Ils avaient entendu uniquement parler, mais ils ne savaient absolument pas en quoi ça consistait. C'est justement pour ça. Ils étaient ils étaient considérés comme cruels et associables et réducteurs de tête. Et quand mon père et les 2 autres sont partis en Amérique du Sud, toute la France était en émoi. Et jamais ils ne reviendront, mais ils ne reviendront jamais. Évidemment, mes grands-parents étaient persuadés qu'ils allaient perdre leur fils.